C'est vrai que t'as un poney, non? Comment il s'appelle? Il s'appelle Pouli, c'est-à-dire jolie fille en provençal. Mais c'est un mâle. Je sais pas, il a dû se bourrer le... Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR. Et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et celui qui parle de son poney est un explorateur hors norme, Elliot Schoenfeld. Alors on dirait pas comme ça, mais il est devenu le plus jeune aventurier de la Société des explorateurs français à 28 ans. Et dans le numéro 69, actuellement en vente, avec le Canada en couve, on retrouve des bonnes feuilles de son dernier livre, Alaska, sur la piste de Telakwana, paru chez Payot. On va s'enfoncer réellement dans l'Alaska sauvage. Elliot Schoenfeld, c'est un peu le Alexander Supertramp d'Into the Wild qui a réussi à survivre en Alaska. Il est parti tout seul là-bas, sur les traces de Dick Pennecky. Dick, c'est un Américain dans les années 70 qui a rejeté la civilisation. Et pendant 30 ans, il a vécu dans une cabane au bord d'un lac perdu dans l'immensité boréale. Et pendant tout ce long séjour, il a tenu un journal de bord dont s'est emparé Elliot. Et en 2023, Elliot est parti avec une idée en tête, retrouver la cabane. C'est Océane Wodzinski qui l'a rencontré. C'est une expédition qui a duré 2 mois environ et ça m'a mis 2 semaines pour rejoindre sa cabane. Je suis parti du lac Clark qui est à peu près au sud, au milieu sud de l'Alaska. Et il y a eu toute une partie de canoë et puis de marche. Et ouais, au bout de 2 semaines, j'ai enfin atteint la vallée des Twin Lakes. Et c'est là qu'il a vécu, Dick Pennecky, pendant 30 ans. Au départ, il était supposé y habiter que 1 an. Et en fait, au bout de l'année passée, il s'est dit qu'il avait aucun désir de retourner de là où il venait. Et il est resté 29 ans de plus. Et donc en 30 ans, il est devenu vraiment très intime avec ce territoire-là, quoi. Il y avait les piafs qui vivaient autour de chez lui, qui venaient lui rendre visite. Il y avait les écureuils qui venaient dans ses mains pour avoir des caresses et des graines. Il y a les loups qui venaient à son appel et il avait appris à faire le cri du loup. Et donc il y a des loups qui venaient lui rendre visite devant sa cabane. Et il connaissait tous les ours qui y habitaient parce qu'il y avait des centaines de familles d'ours qui peuplaient la vallée. Il connaissait leurs terriers, il connaissait leur caractère, il connaissait combien il y avait eu de portées cette année. Il était aussi très proche des mouflons avec qui, il passait sa vie en fait à marcher dans ce territoire et à observer les animaux qui l'entouraient. Et il a documenté toute sa vie qu'il a menée là-bas parce qu'il pêchait beaucoup, il faisait beaucoup de cueillettes. Et il a chassé aussi plusieurs fois, ou alors il récupérait les carcasses qui étaient abandonnées par des chasseurs qui venaient de la ville. Et du coup, tu en as fait un film et un livre. Ouais, le livre s'appelle Alaska, la piste de Telakwana, et le film s'appelle Alaska, la cabane de Dick Pennecky. La piste de Telakwana, c'est une piste millénaire empruntée par les Dena'ina. Les Dena'ina, c'est le peuple premier qui vivait sur ces terres. Il y en a certains qui y habitent encore. Et cette piste, elle fait, 150 km. Et puis il y a des intersections qui vont à des endroits, notamment en Twin Lakes. Le point de départ pour cette expédition, c'était de suivre l'itinéraire de Richard Dick Pennecky. Lui, il s'est installé en 1968 dans une cabane. Et il y a laissé son carnet. Et toi aussi, tu as écrit sur la route. Est-ce que c'est important pour toi de laisser une trace écrite ? J'aime bien écrire, moi. Après, au début, avant de faire des livres, en fait, j'écrivais, mais j'écrivais c'était pas régulier. Il n'y avait pas un fil conducteur du début à la fin, quoi. Et c'est quand j'ai décidé de faire un livre en tant que tel que je me suis mis cette discipline d'écrire tous les jours. Mais ouais, j'aime beaucoup. Au début, c'est un travail, hein. T'as pas envie, quoi. Surtout que c'est le début, tu découvres toute l'expédition, t'es exténué parce que tu fais jamais de sport, et là, tout d'un coup, tu te fais 8 heures de rando et d'escalade par jour. Et donc le soir, quand t'es dans la tente, t'as envie de pioncer, quoi. Mais en fait, tu dois te forcer un peu à écrire. Et donc au début, c'est un peu laborieux. Et puis en fait, on prend assez vite du plaisir quand même à retracer tout ce qu'on a vu, entendu, senti, pensé pendant la journée. Et même ça t'apprend à... Comme tu sais que le soir, tu vas devoir décrire ce que tu as vu, ça t'oblige à mieux l'appréhender ou à mieux le comprendre ou à mieux
en prendre conscience et à savoir mettre des mots sur ce que tu ressens, quoi. Et ça, c'est assez agréable à faire et intéressant. Et même dans les moments d'inquiétude, d'angoisse, de peur, et ben le fait de foutre ça sur le papier et de décortiquer toutes ces émotions-là, ça permet de les apaiser, de les comprendre, de trouver des solutions, de les relativiser. Et donc, c'est un travail que je finis par apprécier au fur et à mesure de l'expédition. Et dans ces moments-là, je me dis que j'habite sur la plus belle des planètes de l'univers. Concernant le film, tu es seul en voyage, tu n'as pas de caméraman. Comment est-ce que tu fais ? Pour me filmer tout seul, c'est la même méthode que j'utilise depuis la Mongolie. Donc là, c'est le 5e film que j'ai réalisé. Mais en fait, mon caméraman, c'est un trépied. Donc je pose la caméra sur le trépied. Je fais demi-tour, je prends un air détendu, je passe devant la caméra et ensuite je reviens en arrière pour chercher la caméra, quoi. Donc je dois faire l'expédition 2 fois pour faire un film. Et là avec le drone, c'est vrai que j'ai dû apprendre à être ambidex parce que j'avais la manette dans la main gauche et la rame dans la main droite, mais ça m'a fait gagner beaucoup de temps sur les rivières pour me filmer. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est des paysages qui sont tellement immenses. Quand on est dans ces endroits-là, on a l'impression que ça s'étale à l'infini, quoi, qu'en fait la Terre est recouverte de ces montagnes, de ces forêts, de ces animaux, et que la Terre entière est une planète pleine de vie, quoi, comme elle l'a toujours été jusqu'à assez récemment, en fait. Et d'avoir cette vue qui donne un horizon assez... Enfin, on a l'impression de voir jusqu'au bout du monde comme ça, quoi, et ça donne l'ampleur de ce territoire qui est phénoménal et qui est magnifique. Et quand on est au sommet d'une montagne, on le voit, et c'est vrai que quand on est un peu plus en bas et avec un drone, on peut en avoir un aperçu aussi. Donc pour le film, ça rajoute quand même quelque chose. Ouais. Tu te retrouves à faire 2 fois le chemin, c'est une aventure éprouvante, tu as perdu quelques kilos. Qu'est-ce que tu mangeais ? Là, ça va, je pense que j'ai perdu moins de 10 kilos, quoi. Peut-être 7-8 kilos, quelque chose comme ça. En Amazonie, j'ai perdu 15 kilos. Donc là, c'était beaucoup trop. Et là, j'avais des nouilles chinoises, j'avais des fruits secs, j'avais de la viande boucanée un peu. Mais je savais que j'étais capable de pêcher en Alaska. Donc j'ai réussi. J'ai pas pêché avant d'arriver à la cabane de Dick Beneki parce que je voulais avancer. Puis en plus, moi, j'avais un pack craft, là, c'est un canoë gonflable. Mais c'était le premier prix de Decathlon, là. Et donc c'est vraiment pas fait pour ce que j'ai fait. Ça ressemble en fait à un jouet pour les piscines, quoi, ce truc. Mais bon, ça a marché finalement. Mais c'est juste que si je pêchais au milieu d'un lac, comme le truc il pèse 2 kilos, je pense qu'un poisson suffisamment costaud, il aurait pu me retourner dans l'eau à 4 degrés. Donc j'ai pas beaucoup pêché en allant à la cabane de Dick, mais une fois que j'étais à la cabane de Dick et que j'avais un poêle qui m'attendait avec un feu, je me disais que je pouvais tomber à l'eau s'il fallait. Et j'ai réussi à pêcher 2 saumons quand j'étais là-bas, et puis c'est des gros saumons, hein, ça fait, 30-40 cm de long, ça pèse plusieurs kilos, donc t'as facilement une grosse semaine, 10 jours de bouffe sur ça. Et puis surtout il y a des myrtilles à foison, quoi. Moi j'ai beaucoup vécu comme les grizzlies là-bas, je passais des journées entières à bouffer des myrtilles, à cueillir des myrtilles. J'ai réussi à choper des champignons aussi que je reconnaissais. Donc franchement en Alaska il y a vraiment beaucoup de nourriture, quoi. Tu comprends assez facilement comment les gens ont pu vivre dans cet endroit-là par eux-mêmes. Tu as pris un duvet 15 degrés en Alaska. Est-ce qu'on peut quand même dire que tu te prépares bien ? Non, je me prépare pas bien pour mes expéditions. C'est le reproche qu'on me fait beaucoup, que je me fais beaucoup, que je me jure à chaque début d'expédition de m'améliorer, mais la marge de progression est encore extrêmement ample. Moi, je décide le jour où je pars la veille, quoi, en général. Donc moi, la préparation en amont, parce que en réalité, il y a quand même une préparation. Hein. Je pars pas non plus n'importe comment, sauf à la limite en Amazonie, je suis un peu parti n'importe comment. Mais en tout cas, la préparation en amont, c'est beaucoup regarder des cartes. Donc je passe des heures, des nuits entières sur Google Earth à essayer de comprendre de l'endroit où je vais aller, d'essayer de lire les montagnes, de lire les rivières, voir si ce col-là il est franchissable tout seul ou avec un cheval, si j'ai un cheval. Est-ce que cette rivière elle est navigable. J'essaye de
m'imaginer ce qui est possible de faire et de tracer un itinéraire qui sera jamais exactement celui que je ferai in fine, mais ça me donne une idée, quoi. Ça concrétise l'endroit où je vais, ça me familiarise et ça me rassure quand j'y arrive. J'ai l'impression d'avoir lu un livre sur l'endroit où je me trouve, quoi. Chez moi, j'avais mon gros duvet qui pesait 1,5 kg, moins 18 degrés, et mon duvet 300 grammes que j'avais pris en Amazonie. Et j'ai décidé de privilégier le poids à la chaleur en me disant que ça irait, quoi. Et j'ai regretté dès les premières nuits, quoi, où j'avais du mal à dormir, en fait. Il faisait super froid et super humide, et il a rapidement fait des températures négatives la nuit. Et ensuite, je suis tombé sur une cabane où j'ai réussi à... C'était une cabane de ranger, en fait, et il y avait des cartons entiers de duvet, de couvertures en feutre et de polaires et tout ça. Et c'est vrai que là, je me suis permis de subtiliser un duvet et une polaire. J'ai mis un petit mot gentil, et puis je leur ai filé mon appareil photo que j'utilisais pas et qui était lourd. Et donc, ça allait mieux ensuite à la fin de l'expédition, parce que ça devenait dangereux, en fait. Parce que il commençait à neiger. Il y avait des nuits où je pense qu'il a fait entre moins 5 et moins 10. Et quand t'es fatigué et que tu dois marcher toute la journée et que les conditions sont quand même assez difficiles, en fait, tu peux vite faire des conneries et vite te mettre en danger, quoi. J'étais en septembre, quoi, donc l'hiver comme arrive très vite. L'automne, c'est une période de un mois et demi, voire quelques semaines, et ensuite direct tout est blanc, quoi, et tout est glacé. Donc ça allait mieux une fois que j'ai trouvé ce duvet et cette polaire. Par contre, j'étais chargé comme une mule, mais ça m'allait. Je préférais avoir chaud et avoir mal au dos. C'est terrible là. C'est terrible ce qui se passe. Ah, Mais la nature peut quand même être dangereuse. Est-ce que tu t'es senti parfois en danger ? J'ai trouvé que c'était une expédition qui était assez douce comparée à d'autres. Le seul événement en tout cas qui a été un peu dangereux, c'est que je me suis retourné dans un rapide parce que j'ai descendu la rivière Stony pendant 2 semaines pour rejoindre le village qui marquait la fin de l'expédition, le village de Lyme, et j'avais pas de carte, moi, de cette rivière-là, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais pas de plan. Une fois que j'avais atteint la cabane de Dick Penneky, je savais pas trop comment j'allais terminer l'expédition. Et moi, encore une fois, j'avais un canoë gonflable de 2 kilos qui ressemblait à une grosse bouée qui était pas fait pour ce type de rivière. Et donc, ouais, c'était des moments qui étaient assez stressants parce que normalement, moi, quand je suis en train de naviguer dans mon canoë, j'avais toujours le regard au loin pour essayer de capter s'il y avait des animaux, un grizzly, etc., un animal qui était sur les berges. Ce qui arrivait plein de fois d'ailleurs. Je me suis retrouvé à 10-15 mètres de gros grizzly avec des gros saumons plein dans la gueule que j'ai surpris, et ça s'est très bien passé, hein. Mais en tout cas, au fur et à mesure, la rivière commençait à s'énerver, à s'intensifier, et je naviguais dans des eaux blanches pendant une grande partie, quoi. Il y a des fois où j'ai dû accoster et marcher pendant plusieurs kilomètres sur la berge parce que c'était trop dangereux, parce que c'est des eaux qui sont assez glaciales, quoi, et puis il y a la puissance des eaux est telle que tu peux facilement t'assommer sur un rocher, sur un tronc d'arbre, et surtout perdre tes affaires. Et il y a un moment où donc je devais naviguer, batailler dans les rapides, essayer de reconnaître un peu les courants morts, les courants les moins dangereux. Et il y a eu un passage où il y avait vraiment des grosses vagues, et au milieu il y avait un chenal qui était beaucoup plus calme. J'ai réalisé au dernier moment qu'il était calme parce qu'au bout il y avait une cascade de 1,50 m, quoi. Et c'était trop tard, quoi. J'étais tout surpris, mais j'étais incapable de faire quoi que ce soit, et donc je suis tombé dans la cascade. Là, il y a eu un moment de flottement où le canoë a resté un peu à balloter pendant quelques secondes, et en fait, très rapidement, il a pris l'eau, il s'est retourné, et je me suis retrouvé dans le torrent, quoi, de la rivière. Au début, tu paniques très vite parce qu'il y a un choc thermique terrible dans tout ton corps, quoi, où tout ton corps, tout ton épiderme, tous tes gènes te crient, te hurlent de sortir de là, quoi. Donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de se calmer, quoi, parce que t'as rien à faire, donc il faut réussir à reprendre le contrôle sur sa respiration et à attendre, en fait, à attendre que la rivière se calme et que là, tu puisses rejoindre la rive. J'ai réussi à me réchauffer, mais j'étais après, quand je retournais sur la rivière, j'avais peur, quoi. Elle me faisait peur, cette rivière. Et en fait, le lendemain du naufrage, où j'ai gelé toute la nuit, où j'ai dû remettre le pantalon qui était complètement trempé, le manteau qui était trempé, les chaussettes trempées, tout était trempé. Et je suis tombé
sur un village fantôme où ça faisait des heures et des heures que je naviguais frigorifié, et puis là j'ai vu des cabanes sur le bord de la rive. Donc je me suis dit putain, peut-être que j'ai déjà atteint le village Lime Village, mais ça me semblait bizarre. Et je me suis arrêté, puis j'ai commencé à appeler, à dire bonjour, parce que je voyais qu'il y avait des fenêtres ouvertes, et en me rapprochant j'ai vu que les fenêtres n'étaient pas ouvertes mais elles étaient brisées. Puis je suis rentré dans les cabanes, et puis en fait tout était, c'était le chaos à l'intérieur, quoi. Tout était par-dessous, tout était renversé, tout était troué, les portes étaient enfoncées. Mais c'était quand même étonnant parce qu'il y avait encore énormément de choses. Il y avait des vêtements, il y avait plein d'outils, il y avait des bateaux, il y avait des photos. Et en fait, c'était un village de Denaïna, je pense, qui a été abandonné par les derniers habitants il y a quelques décennies. Et en fait, les ours, ils ont vu ça, et ils ont tout cassé, et ils ont cherché s'il y avait de quoi bouffer, quoi. Et donc moi, j'ai pas cherché s'il y avait de quoi bouffer parce que je savais que s'il y avait quoi que ce soit, une graine, un grain de riz, ils l'auraient trouvé, ils l'auraient bouffé. Mais la seule cabane qui était un peu encore en bon état, c'était le sauna. Et je pense qu'ils l'ont épargné, les ours, parce que ça devait pas trop sentir la bouffe, quoi. Et un sauna en très bon état avec un gros poêle et plein de grosses pierres là. Et en fait, j'ai passé la nuit là-dedans, quoi. Et donc la veille, j'étais en train de me les geler, et j'avais failli me noyer dans la rivière glaciale. Et le lendemain, j'étais en train de me prendre un sauna avec de l'eau brûlante que je me versais sur le corps. Et j'ai passé la nuit dans le sauna d'ailleurs. Et donc c'est ça aussi qui peut arriver en Alaska. Il y a plein de surprises de ce type-là qui sont qui rendent heureux, quoi. Et j'ai terminé l'expédition le lendemain de ça. Je suis arrivé au village le lendemain où je suis tombé sur ce village fantôme. Expédition en Alaska terminée pour Elliot Schoenfeld. Tu peux retrouver des bonnes feuilles de son dernier livre, Alaska sur la piste de Telakwana, dans le numéro 69, en vente actuellement avec la couve sur le Canada. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, Facebook et dans les kiosques, bien sûr. Mais ce n'est pas là ni la dernière, ni la première aventure d'Elliot. Il a aussi parcouru les immensités d'Australie, de Mongolie, de Guyane, d'Himalaya et d'Islande. Alors forcément, on a laissé le micro ouvert pour un deuxième épisode à suivre. Pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note, ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify.